Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranchée économique. Voici les titres. États généraux de l'ECO la semaine dernière ici à Lomé. Dans cette édition, la synthèse des 3 jours de travaux et surtout les grandes décisions devant aboutir à l'ECO. Dette multilatérale du Togo, nous ferons également le point de 2020. Pour les différentes évaluations, vous aurez des explications. Dossier du jour, gros plan sur la Cour des comptes, sa mission et surtout son organisation. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. C'était la semaine dernière, je le disais tantôt, ici à Lomé, où les universitaires, experts et économistes chevronnés ont tenu les états généraux de l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Ce soir, nous revenons sur ce qu'il faut retenir de ce colloque de 3 jours et surtout comment les participants entendent conduire le processus qui va aboutir à cette monnaie unique ECO. Synthèse des travaux, quoi sigler et que ça là. Suivez plutôt. La transition du franc CFA vers l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, au cœur des débats entre enseignants-chercheurs et experts économiques d'ici et d'ailleurs. Pendant 3 jours, les travaux de ce colloque international sur les états généraux de l'ECO ont traité des enjeux de cette monnaie en perspective dans le développement des États de la sous-région ouest-africaine. Le processus est en bonne voie, révèlent les assises de Lomé. De ce débat, on apprend que l'ECO est un acquis déjà. On ne reviendrait plus en arrière. On avance. Les interventions nous ont montré que on a encore un long chemin à faire. On ne respecte pas encore les différents critères permettant d'aller vers le processus, mais d'autres arguments vont dans le sens que peut-être en allant vers l'intégration, on va respecter ces critères de convergence. Cependant, il est trop tôt pour parler d'une monnaie unique de la CEDEAO. Pour arriver à cette étape, les experts économiques sont tous d'accord. La future monnaie de l'institution sous-régionale devra être d'abord commune. Nous pensons qu'au stade actuel, nous devrions plutôt opter pour une monnaie commune et non pas encore pour une monnaie unique. Eu égard aux différences institutionnelles fortes et aux divergences structurelles qui existent dans notre zone. Cette monnaie commune devrait avoir un cours pivot calculé sur un panier de devises, avec 4 devises principales, le dollar, l'euro, le yuan et la livre sterling. Et à partir du calcul du pivot, nous pouvons définir maintenant ce que nous appelons un corridor pour que toutes les autres monnaies puissent être en taux de change fixe avec la monnaie pivot, mais ces monnaies pourraient fluctuer à l'intérieur du corridor. Et la Banque centrale, qui probablement devrait être fédérale, pourrait intervenir de manière discrétionnaire s'il y a un risque de sortie d'une monnaie du corridor mis en place. Et à cette étape, les erreurs sont surtout à éviter pour asseoir une monnaie solide orientée vers le développement des populations de la sous-région. Sa recommandation, c'est de faire attention pour ne pas appliquer les yeux fermés ce que l'on nous recommande de l'extérieur. Il faut qu'on prenne le temps d'étudier nous-mêmes, de contextualiser et voir si ce que nous voulons faire correspond effectivement à notre économie, à notre culture, à notre façon de faire avant de réagir. En rappel, la monnaie unique de la CEDEAO a été lancée depuis 1983 par les pères fondateurs. Le franc CFA, aujourd'hui jugé colonial, devra être remplacé par l'ECO d'ici quelques années. Le colloque de Lomé entend aider les chefs d'État de l'espace à aller plus vite dans le processus. Eh bien, de la monnaie unique à la gestion des dettes publiques, il n'y a qu'un pas. Et comme toutes les prévisions ou pronostics ont été déjoués par la pandémie du Covid-19, la dette multilatérale du Togo a aussi enregistré une augmentation de 50% en 2020. Autopsie complète ici avec Abidé Nyasingbe. La dette multilatérale du Togo a augmenté de près de la moitié à fin 2020, atteignant 478 milliards de francs CFA selon les données obtenues par TogoFest.
Les emprunts du pays ont progressé d'environ 44% comparativement en 2009, où ils se chiffraient à 331 milliards de francs CFA sous l'effet des besoins de financement induits par le Covid-19. Les nouvelles ressources multilatérales mobilisées ressortent à 162 milliards de francs CFA, alors que le Togo estime avoir remboursé un peu plus de 12 milliards de francs CFA au titre de principale annulation du FMI y compris. Tout n'est pas perdu. Les fluctuations de taux de change, elles, ont fait gagner au pays environ 3 milliards sur sa dette multilatérale. Une dette qui vient désormais en première position sur la base de 3 types de créanciers extérieurs, bilatéraux, commerciaux et multilatéraux. Cette importante envolée de la dette due à l'organisation multilatérale est essentiellement le fait d'un concours de 119 milliards de francs CFA consenti au Togo en avril 2020. Le but était de l'appuyer dans le cadre de son plan de riposte à la Covid-19. Ainsi, selon les statisticiens nationaux, la maturité moyenne de l'encours du FMI se situe à 10 ans avec un taux d'intérêt annuel de 0,5%. En 2020, le Togo avait bénéficié de l'appui de la Banque mondiale via l'Association internationale de développement AIDA, une enveloppe d'environ 37 milliards de francs CFA pour assurer le redressement socio-économique du Togo touché par la pandémie. En conclusion, l'engagement du Togo auprès de cette structure s'étend sur 36 ans avec une période de grâce de 6 ans. Le pays doit verser chaque année 0,75% d'intérêt. Et toujours à propos de l'économie togolaise, retenez que les experts du Fonds monétaire international ont débuté ce mardi des consultations avec les autorités togolaises afin d'élaborer un nouveau programme appuyé par la facilité élargie du crédit FEC. Ces discussions, qui se dérouleront en visioconférence Covid-19 oblige, devraient aboutir à la conclusion d'un programme triennal qui permettra au Togo de recevoir des appuis appropriés afin de maîtriser les faiblesses constatées et soutenir la croissance économique en vue de créer la richesse nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Rappelons que le Togo a déjà bénéficié d'un programme de FEC, Facilité élargie de crédit, conclu pour la période 2018-2020 pour un montant global de 244,8 millions de dollars. Rappelons également par ailleurs que le Togo va aussi profiter d'une aide supplémentaire de 240 millions de dollars du Fonds monétaire international annoncé fin mai dernier lors du récent séjour du président Faure Eswazina Gnassingbé en Europe après avoir rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international. Et pour une meilleure gestion des finances publiques, c'est-à-dire des fonds émanant de nos partenaires techniques et financiers, et même de nos recettes de l'État, une orthodoxie financière s'impose à tous les départements ministériels, les institutions de la République et surtout les entreprises publiques ou sociétés d'État. Une orthodoxie que contrôle bien sûr la Cour des comptes. Créée par la Constitution togolaise le 14 octobre 1992, la Cour des comptes, l'institution, n'a pris réellement corps qu'avec la nomination des tout premiers magistrats le 6 juillet 2009, leur prestation de serment le 16 septembre 2009 et l'élection du premier président de la Cour le 27 octobre 2009. Ce soir, nous nous sommes intéressés à cette institution pour en savoir plus sur sa mission et surtout son organisation avec ce dossier signé Christine Pétcheki. À l'Oudel. Suivez plutôt. Deux missions principales sont reconnues à la Cour des comptes, la juridictionnelle et la non juridictionnelle. Comme telle, la Cour des comptes est l'instance qui juge les comptes des comptables publics, vérifie les comptes, la gestion des établissements et entreprises publiques. La bonne exécution du budget de l'État fait partie également de ses attributions. Il y a 3 chambres. La première chambre contrôle les comptes de l'État. La deuxième chambre contrôle les comptes des collectivités territoriales. Et la troisième chambre contrôle les comptes des établissements publics, des entreprises publiques, des fonds de sécurité sociale, des fonds à contribution publique, même les fonds de campagne électorale. Nous avons un secrétaire général, nous avons un greffe, puisque nous rendons des jugements. Et chaque année, avant l'adoption du budget,
la Cour des comptes présente son rapport sur l'exécution de la loi des finances, où elle émet ses observations. Garante de la bonne gouvernance, la Cour est l'œil du citoyen. Elle encourage les bonnes pratiques, constate les dérapages, fait sanctionner les fraudeurs et donne des recommandations sur la gestion publique. Chaque année, vous avez les rapports sur l'exécution de la loi des finances, sans lesquels l'Assemblée ne peut pas voter le budget. Et vous avez les rapports que nous avons faits sur certaines sociétés. Aujourd'hui, que nous prononçons des jugements pour les comptables qui sont en retard ou qui ne rendent pas leurs comptes, on a eu des impacts. Opérationnelle depuis 2009, la Cour des comptes est dans la dynamique du renforcement de ses mécanismes de gestion. Ces attributions seront étendues à l'émission d'avis sur les rapports annuels de performance, le contrôle des avis et de gestion des responsables de programmes. Bon emploi des ressources publiques oblige. Eh bien, actuellement même, ces magistrats sont en pleine tournée de sensibilisation, d'information et de formation à l'intérieur du pays, à l'intention des médias d'État et privés. Après les étapes de Lomé où plusieurs professionnels ont été formés, outillés en matière de publication des rapports de la dite Cour. Et lorsque ces fonds sont bien gérés, il faudra aussi de bonnes statistiques et des données correctes actualisées pour une meilleure conduite des politiques de développement de nos pays. Un sujet aussi au centre des préoccupations actuellement. Comment harmoniser les statistiques nationales pour une meilleure programmation et exécution des politiques de développement en Afrique de l'Ouest? Quel avantage les décideurs peuvent-ils en tirer? Les réponses ici avec Eli Agba Nyandao. Comment réactualiser les statistiques en Afrique de l'Ouest pour une meilleure politique de développement? Une préoccupation à laquelle le projet FASAO veut apporter des solutions fiables et durables. Le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, qui couvre 7 pays dont le Togo, permettra d'améliorer et de moderniser les statistiques nationales et d'accroître les performances en matière de production et de diffusion des données du système statistique national. Au Togo, d'importants résultats sont déjà notés afin de rendre le système statistique performant. Tenez, ces performances ont permis le rebasage du produit intérieur brut, l'enquête de suivi téléphonique des ménages dans le cadre du Covid-19 et aussi le recensement général des entreprises. L'engagement et la volonté du gouvernement et de la Banque mondiale pour l'harmonisation ainsi que l'amélioration des statistiques nationales au Togo à travers le projet FASAO s'inscrivent dans la perspective d'améliorer la qualité du système statistique national dans les secteurs socio-économiques et administratifs. Autre importance du dit projet, la formulation des politiques, plans et programmes de développement et au suivi des stratégies nationales et internationales de développement. Ce qui permettra, selon le gouvernement à notre pays, de répondre efficacement aux enjeux de l'heure. Le projet FASAO constitue aussi un grand appui au 5e recensement général des personnes et de l'habitat. Par ailleurs, ce projet contribuera à une meilleure mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui prend en compte les priorités d'action de développement afin de faire du Togo un pays de cohésion, de paix et une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Il faut rappeler que FASAO prévu pour 5 ans est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, soit près de 16 milliards de francs CFA pour le Togo. Dans le détail, 15 millions de dollars sont octroyés sous forme de prêts et l'autre partie sous forme de dons. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone sont les autres pays bénéficiaires du projet. Eh bien, des statistiques bien harmonisées, il en faut également pour mieux réussir les politiques agricoles, pour une meilleure stabilisation des prix et surtout pour les prévisions. Des prévisions réussies qui ont permis à l'ANSAT d'ouvrir depuis hier ses vannes au profit des consommateurs face à la flambée des prix sur tous les marchés. Voici ici le constat de l'effectivité avec Solange Amandé et Gerson Deveau.
Seulement en l'espace de quelques semaines, et c'est devenu le sujet de conversation partout dans les ménages. La hausse des prix des céréales sur le marché fait jaser. Les populations crient à la spéculation, une préoccupation pour tous. Il faut donc agir vite. ANSATS a réagi. L'agence vient d'ouvrir des points de vente pour réguler les prix des céréales sur le marché et concomitamment soulager le panier de la ménagère. Nous avons des points de vente à Didegomé, derrière le lycée technique dans le grand magasin, à Sagbardou, en face de l'église catholique, à Nyekonakwe chez le chef canton, à Amoutive chez le chef canton également, à Baie, vous allez nous retrouver dans le centre communautaire, à Kégué également, à Baguida, à côté du CG Baguida. Nous sommes à l'ancien Togo Grain au niveau de Agoué, à Sié. Nous sommes également à Vakwasito, à Legbasito. Vous allez nous retrouver en sorte encore à Adétikopé, au niveau du CG d'Adétikopé et à Adéui. J'invite toute la population à venir acheter le stock dans tous les points de vente de l'ANSATS. Le maïs est conditionné en sac de 50 kg qui fait 9 500. Le sorgho, 10 500. Le petit mil, 11 000. Le riz local long grain, 13 000. Le riz brisé, 10 000. Le couscous est à 7 500. Il a suffi d'un simple communiqué à la télévision et personne ne voulait se faire compter l'événement ce matin. Tôt dans la matinée, du monde s'est déplacé sur les points de vente. Herman n'est pas du reste. L'étudiante s'est empressée elle aussi d'acheter son sac de riz. Les examens approchent. C'était mon oncle qui m'avait appelé hier, que c'est comme ça on faisait la promotion à l'ANSA de se rendre aujourd'hui, ce matin, de demander si c'est aujourd'hui, en même temps on est en train de vendre les produits. Quand je me suis rendue sur le lieu, ce matin, je l'ai informé que c'est comme ça. Ils sont en train de vendre cela sur place en même temps, donc il m'a envoyé l'argent de récupérer cela. C'était le sac de 25 kilos et long grain du riz, qui est à 13 000. À l'instar d'Herman, partout, c'est la ruée vers les nouveaux stocks ANSAT. 13 sites sont ouverts. Je suis venu acheter le maïs parce que c'est cher au marché. Ici, c'est moins cher. C'est pourquoi nous sommes venus chercher ici. Je viens de prendre actuellement un sac de riz de KR à 9 550 kilos. Donc, comme ça a été dit et que tout le monde le sait, effectivement, l'ANSAT est ouvert. J'ai remarqué que il y a les vivres qui sont disponibles et que chacun pouvait prendre ce qu'il voulait. Néanmoins, pas plus de 2 sacs par famille. Nous avons mis les garde-fous pour lutter contre la spéculation. Donc quand vous arrivez au niveau des points de vente de l'ANSAT, vous verrez que les vendeurs vont vous présenter un cahier que vous allez remplir, vous allez renseigner. C'est juste pour éviter la spéculation que l'ANSAT a mis ces garde-fous. Le nouveau marché ANSAT est ouvert partout sur le territoire national. Les stocks sont disponibles de lundi à samedi. De quoi manger à sa faim. Et comme vous-même, vous venez de le constater si bien, les magasins sont ouverts depuis hier. Et les prix sont fixés comme suit. Sac de 50 kg de maïs à 9 500 francs. Sac de 50 kg de sorgho à 10 500 francs. Sac de 50 kg de mil à 11 000 francs CFA. Sac de 30 kg de riz KR à 9 500 francs. Sac de 25 kg de riz local long grain à 13 000 francs CFA. 25 kg de riz local brisure à 10 000 francs le sac. Sac de 25 kg de riz local couscous à 7 500 francs. Le sachet de 1 kg de farine de maïs est vendu à 325 francs. Mais pour éviter toute spéculation, le nombre de sacs à acheter par client est limité à 2 au maximum. Nous continuons notre balade dans les banques pour vous donner les cours des devises pour ce mardi. Ainsi donc, au niveau de l'achat, le dollar américain est à 532 francs, 50, la vente 539,500. La livre sterling GBP, c'est à 759,750 et à la vente 766,75. Le franc suisse CHF, c'est à 594,00 et à la vente à 600 francs 00. Le dollar canadien
À l'achat, 441,750 et à la vente 448,750. Le yen japonais c'est à 4,865 et à la vente 4,925. Le yuan chinois 83,25 et à la vente 85,00. L'euro à l'achat comme à la vente inchangé c'est à 655,957. Restons dans le secteur bancaire pour nous intéresser cette fois-ci. Quel avenir pour les banques classiques face à cette grande révolution des fintech? Notons que sur une période de 12 mois s'achevant le 31 mars dernier, les fintech du monde ont reçu 91 milliards de dollars d'investissement de la part des capital risques. Même si ce montant paraît faible, il cache une menace pour la zone confort des banques classiques. C'est une étude qui l'a dit. Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Les tentatives de réponse ici avec Sandra Aziabé. La progression des sociétés de technologie focalisées sur les services financiers doit faire l'objet d'une surveillance étroite aujourd'hui selon JP Morgan Chase & Company, la banque la plus importante au monde en termes de valeur boursière, 496,7 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre 2021, les investisseurs spécialistes du capital risque ont injecté 22,8 milliards de dollars sur les fintechs. Au total, 614 transactions ont été relevées sur la période. En valeur et en volume, cela fait des augmentations respectives de 98% et 15% par rapport à celles de la même période en 2020. Cette somme peut sembler faible au regard de la valeur boursière des grandes banques cotées dans le monde. Mais lorsqu'on additionne les investissements du capital risque sur les fintechs depuis le début du deuxième trimestre 2020, on obtient la somme de 91 milliards. Cela représente 72% de la dernière valeur boursière d'American Express, 126,2 milliards de dollars, le leader mondial des services de paiement. C'est aussi 57% de Citigroup, l'une des banques diversifiées les plus présentes dans le monde. Cet investissement en 12 mois seulement dépasse également la valeur boursière de BNP Paribas, le premier groupe bancaire coté sur le marché financier français qui ne pèse que 86,4 milliards de dollars. Cette bataille est aujourd'hui perçue en Afrique dans des pays comme le Kenya où la société de télécommunications Safaricom est devenue le leader des services de paiement au détriment des banques. Sa seule limite est qu'elle n'est pas capable de créer la monnaie. Rappelons cependant que malgré le potentiel qu'elles représentent, les fintechs africains ne reçoivent qu'un investissement marginal du capital risque international. Même si la valeur est en hausse par rapport au premier semestre 2020, les fintechs qui se déploient dans la région n'ont reçu que 120 millions de dollars d'investissement sur les 12 derniers mois, contre par exemple 92 milliards de dollars pour celles qui sont actives en Asie. Eh bien, retour au Togo avec cette brève pour refermer l'édition de ce soir. Le Togo a finalisé vendredi dernier sa 5e émission obligataire de maturité 5 ans sur le marché financier régional. À la recherche de 25 milliards de francs CFA, le Trésor public a levé 27,5 milliards de francs CFA, avec un rendement moyen pondéré estimé à 5,66%, maturité 5 ans. Le taux d'intérêt fixe de l'opération étant 5,8%. Cette nouvelle réussite sur la place financière traduit l'engouement des investisseurs pour les titres publics togolais. Avec cette sortie, le Togo a déjà mobilisé ainsi plus de 300 milliards de francs CFA, avec désormais pour objectif de lever encore 300 milliards de francs CFA cette année sur ce marché à flot en dépit de la crise sanitaire. Pour rappel, en 2020, le Togo avait déjà réussi à mobiliser plus de 620 milliards de francs CFA, soit 200 milliards de francs CFA de plus que ce qui était prévu. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Nous vous souhaitons une très bonne suite de nos programmes et on se retrouve mardi à la même heure. Au revoir et à la prochaine.